Bien le bonsoir, ravi de vous retrouver. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Des affrontements entre forces de l'ordre et étudiants, ceux de l'Institut national des sciences de l'éducation physique et sportive. Un d'entre eux est blessé, un autre a été interpellé. Ils exigent le règlement de leurs indemnités de stage. Le sourire des éboueurs, dorénavant, la gestion des déchets solides revient aux collectivités locales. Ils espèrent ainsi voir les conditions de travail améliorées. L'Assemblée nationale a voté en effet le projet de loi dans ce sens et à l'unanimité. Le programme national de gestion des déchets solides fait le travail à la place de la Société pour la propreté du Sénégal, la SAPROSEN dissoute. 200 millions de personnes au moins vivent loin de chez eux, chiffre des Nations Unies. Horizon sans frontières sensibilise sur l'importance des flux migratoires dans la marche du monde. Ce 18 décembre est la journée consacrée aux migrants. Et puis, plus jamais ça, nous parlons ce soir du génocide rwandais de 1994. Au moins 800 000 personnes tuées. Des spécialistes sont à Kigali pour réfléchir autour de la prévention du génocide. Nous retrouverons Barkaba et Eladj Khalindiaï sur place dans cette édition du journal. Bien le bonsoir. Des affrontements entre forces de l'ordre et étudiants de l'Institut national des sciences de l'éducation physique et sportive. Ils comptent une interpellation et un blessé dans leur rang. Auparavant, ils avaient séquestré 2 bus de transport en commun. Les pensionnaires de l'UNSEPS réclament en effet sans délai le règlement de leurs indemnités de stage. C'est un reportage de Ibou Diouf et Fatou Bintouane. 2 bus de Dakar Dem Dikk séquestrés par les étudiants de l'INSEPS ce matin. Ces derniers réclament le paiement de leur indemnité de stage. On partage les écoles, les lycées et les collèges au même titre que nos collègues professeurs de la FASTEF. Au finish, ils bénéficient d'une indemnité de stage, nous on n'en bénéficie pas, ce qu'on juge anormal. On a récupéré 2 bus de Dakar Dem Dikk. On a un de nos camarades qui a été blessé du nom de Jacques. 2, je crois, voilà, il a été atteint par balle. Nous ne sommes pas des spécialistes actuellement. On ne peut pas dire c'est quel genre de balle. Peut-être on attend les preuves. Voilà, là c'est son boubou. On attend les preuves pour voir c'est quel genre de balle. Il a été atteint par quel genre de balle. Il y a un qui a été attrapé au niveau de la police. Je viens d'être en contact avec le commissaire Bob. Mais ce qu'on lance, l'appel qu'on lance, c'est qu'on n'a qu'à le libérer, sinon on va incendier le bus. Ces étudiants disent entamer la procédure pour l'obtention de leur indemnité depuis le régime précédent. Aujourd'hui, ils sont déterminés pour la satisfaction de leurs revendications. Ayant déposé ces papiers auprès de Amoti Yanba, il nous a reçus d'abord. Jusqu'à présent, on n'avait pas eu de gain. Avec l'air maquis, on a enclenché encore, on a relancé le combat. On a été reçus par Amoti Yanba, par Serigne Baykiam, qui était le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Devant les étudiants du collectif des amicales, que je peux citer en témoin, des autres facultés, le représentant des autres facultés, il a bien dit que vous, votre problème, je le prends en charge. Vos indemnités, il ne doit pas y avoir 2 poids, 2 mesures. C'est Serigne Baykiam qui parle. On va vous payer vos indemnités de stage. Jusqu'à présent, actuellement, lui, il n'est plus au niveau de notre ministère. Il est au niveau de l'éducation nationale, mais on sait que l'État est une continuité. Il avait même ordonné au directeur des bourses, Louis Thomas VI, de payer nos indemnités. Quand j'ai interpellé Louis Thomas, qu'est-ce qu'il me dit? Il faut voir le nouveau ministre comme maintenant il y a changement. J'ai introduit une demande auprès de Marito. Depuis des jours, il ne réagit pas. Il fait une sourde oreille. Tant qu'on ne paye pas nos indemnités de stage, on ne compte pas retourner en salle. Ils ont battu le macadam pour se faire entendre. Des forces de l'ordre sont intervenues à coups de grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants. La polémique autour de la convocation de dignitaires de l'ancien régime au sujet de l'enquête sur l'enrichissement illicite et des biens mal acquis. La question suscite les passions à l'Assemblée nationale. La convocation du coordonnateur du Parti démocratique sénégalais qui a coïncidé avec la session plénière inspire aux libéraux une violation de la Constitution. Alors, intox politicienne ou argument averti? Voici justement l'éclairage de spécialistes. La convocation du député Omar Sarr à la gendarmerie continue de susciter des débats juridiques. Si ses frères libéraux dénoncent un tripatouillage constitutionnel, les spécialistes du droit estiment qu'il n'y a aucune violation de la Constitution. Cela est clair et net. On a dit qu'aucun député ne peut être poursuivi
ou arrêter pendant qu'on est en session, sauf si c'est autorisation de l'Assemblée nationale. La question, c'est du français. Est-ce que le fait de convoquer quelqu'un, c'est une poursuite? Est-ce que le fait de convoquer quelqu'un, c'est une arrestation? La réponse, elle est non. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas eu violation de la Constitution par rapport à cette action-là. Selon ce praticien du droit, cette convocation ne peut être l'objet d'une anomalie que dans le cadre de la bienséance juridique. Je crois qu'il y a lieu de faire au moins une distinction entre le fait qu'un député ait été convoqué alors que l'Assemblée est en session. On peut peut-être là élever, en tout cas développer des arguments liés à la courtoisie. Pour l'instant, l'enquête est en cours, mais si Omar Sarr et compagnie sont reconnus coupables, ils seront passibles de la Haute Cour de justice. Les ministres ne sont justiciables que de la Haute Cour de justice, mais pour le moment, personne n'est inculpé, personne n'est poursuivi, personne n'est arrêté. Voilà pourquoi c'est un peu trop tôt pour moi de parler de violation de la Constitution par rapport à tous ces faits auxquels nous assistons. Oui, bon, si les faits qu'on accuse ces gens-là s'avèrent vrais, et si les gens-là sont coupables, je pense, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura une autre juridiction, par exemple la Haute Cour de justice qui doit les juger? Dans ce cas, vous avez parfaitement raison. Dès l'instant qu'on estimera qu'effectivement le délit est constitué, là, les juridictions ordinaires ne sont plus compétentes parce qu'encore une fois, c'est la Haute Cour de justice avec une procédure prévue par la Constitution qui va être compétente. Depuis quelques mois, les ex-dignitaires du régime de Wade défilent devant les enquêteurs. Le peuple sénégalais, pour sa part, attend que cette affaire soit tirée au clair et quel qu'en soit le résultat. Les députés ont voté à l'unanimité la loi organique abrogeant la loi sur la Cour des comptes. Un bémol, cependant, les parlementaires émettent des réserves sur la nomination des magistrats pour 5 ans renouvelables une fois. Le ministre de l'économie rassure et annonce des modifications. Par ailleurs, le code de transparence dans la gestion des finances publiques et sur la privatisation des entreprises publiques a été voté. Et Diallo Mamfatou Fati. Dans les débats qui ont précédé le vote, les parlementaires se sont d'abord réjouis du projet de loi abrogeant et remplaçant la loi organique sur la Cour des comptes, une loi qui, selon eux, s'inscrit dans le cadre des réformes institutionnelles. C'est une loi organique qui vient à son heure et que, bien sûr, nous, non inscrits, nous allons voter très facilement. C'est un projet aussi qui renforce l'autonomie financière de la Cour. Et pour toutes ces raisons, nous pensons que la Cour va être davantage s'armer pour mieux faire son travail. Toutefois, les députés ont émis des réserves sur l'article 8 de la loi organique qui dispose que le président de la République nomme le président de la Cour des comptes pour une durée de 5 ans renouvelable une seule fois. Cette loi envoie les magistrats à la retraite à l'âge de 65 ans. Donc si demain un magistrat qui a 62 ans est nommé président de la Cour des comptes, il ne pourra pas faire un mandat de 5 ans. Venu défendre ce projet de loi, le ministre de l'économie et des finances rassure les parlementaires. De loi organique sur le statut des magistrats va être examiné plus tard. À cette occasion, s'il y a des ajustements à effectuer, ces ajustements seront effectués à ce moment-là. Désormais, la Cour des comptes bénéficie d'une autonomie financière et d'autres modifications ont été apportées dans la loi. Il s'agit entre autres de la création de nouvelles incriminations de faute de gestion pour tenir compte des dispositions du Code des marchés publics. Les députés ont en même temps voté le projet de loi sur la privatisation des entreprises publiques et le projet portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques. Cette mesure toujours de l'Assemblée nationale, la Soprocène qui est dissoute. Dorénavant donc, la gestion des déchets solides revient aux collectivités locales. L'Assemblée nationale a voté le projet de loi dans ce sens à l'unanimité. Le programme national de gestion des déchets solides fait le travail à la place de la Société pour la propreté du Sénégal. Ababacar Camara et Amina Sowa.
La SOPROSEN n'existe plus. Le projet de loi annulant la Société pour la propreté du Sénégal a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Députés de la majorité et de l'opposition se sont accordés sur la suppression de cette société. C'est une justice qui vient d'être rendue aux maires du Sénégal, aux maires de l'intérieur du pays. Parce qu'on l'a toujours déploré, l'État ne prenait en charge que les ordures de Dakar. Or, les mairies, les collectivités de l'intérieur, non seulement n'ont pas les moyens, mais ont grand besoin d'être soulagés de ces ordures. C'est à la limite, comme je l'ai dit tout à l'heure, une question de souveraineté. La compétence gestion des déchets est une compétence qui est dévolue naturellement aux collectivités locales. Et aujourd'hui, rendre cette compétence aux collectivités, je pense que c'est une très bonne chose. La gestion des ordures revient aux collectivités locales. Le programme national de gestion des déchets solides va être mis en place pour appuyer les collectivités locales dans la collecte des ordures. L'État a décidé, à travers un programme qui s'appelle le Programme national de gestion des déchets solides, d'accompagner pendant 7 ans les collectivités locales dans la prise en charge de cette compétence. La BID, la Banque islamique de développement, est prête à mettre 17 milliards sur le projet. Les parlementaires ont par ailleurs interpellé le ministre des collectivités locales sur l'avenir des ex-travailleurs de la SOPROSEN. La SOPROSEN n'ayant jamais fonctionné, naturellement, elle n'a jamais eu d'employés. Autre doléance des parlementaires, des infrastructures adéquates aux collectivités locales. Entre autres mesures, la création de 4 centres d'enfouissement et de tri à l'intérieur du Sénégal. Lueur d'espoir, les concessionnaires et éboueurs espèrent ainsi voir leurs conditions de travail améliorées. Alioune Diagne et Marie-Christine Mendy sont allés à leur rencontre au lendemain de cette mesure. Regardez. Ils ont eu gain de cause. Concessionnaires et autotechniciens de surface n'ont jamais approuvé la création de la Société pour la propreté du Sénégal, SOPROSEN. Les députés de l'Assemblée nationale votent à l'unanimité le projet de loi portant suppression de la SOPROSEN, une mesure qui enchante les acteurs de ce secteur. Je pense qu'aujourd'hui, les autorités n'ont fait que réhabiliter une vieille doléance, c'est-à-dire que le nettoiement fait partie des domaines de transfert de compétences. Et cette guéguerre qu'il y avait au sommet de l'État, c'est nous travailleurs qui avions vraiment payé les pots cassés. Et je pense qu'il est heureux aujourd'hui qu'il y ait l'abrogation de cette loi et que les travailleurs puissent être mis vraiment dans les conditions de performance et que ces crises cycliques à n'en plus finir cessent. Pour le projet concessionnaire, l'État propose un contrat de performance, ce que refutent certains acteurs. Actuellement, ils ont dit qu'ils vont faire un contrat de performance pour les concessionnaires. On est entièrement d'accord. Mais je vous donne un exemple. Veolia était là, il est parti. On lui paye 200 millions par mois, on paye aux concessionnaires 9 millions par mois. Est-ce que vous considérez que ça c'est juste? Voilà ce qui se passe au Sénégal. Vous remplacez quelqu'un à qui on paye 200 millions, on ne vous paye même pas le tiers de ce qu'on lui paye. Et on demande les gens des contrats de performance. Je pense que d'abord, l'État doit revoir d'abord sa structure et voir maintenant les moyens qu'il va mettre en œuvre pour trouver des contrats de performance. La création de la SOPROSEN avait causé le licenciement de plusieurs agents de l'Agence nationale pour la propreté du Sénégal, APROSEN. Une occasion pour réintégrer les anciens travailleurs. Et par rapport à la création de la SOPROSEN, il y a eu des dégâts collatéraux, surtout par rapport aux ex-travailleurs de l'APROSEN. Une soixantaine d'agents qui ont été licenciés. Aujourd'hui, ils courent derrière des arrières de salaire. Et aujourd'hui, ce qu'on souhaite, que ces agents puissent être réintégrés dans le nouveau dispositif de ramassage des ordures. Avec la suppression de la SOPROSEN, la compétence des collectivités locales sera renforcée. Les populations espèrent retrouver un meilleur cadre de vie. Le collectif national des pêcheurs artisanaux du Sénégal débarque leurs préoccupations à l'attention des autorités sénégalaises. Une conférence de presse pour dénoncer le manque d'équipement, le coût onéreux des licences de pêche et surtout pour rafraîchir la mémoire au président Sall. Le CNPS dit attendre toujours la concrétisation des promesses de campagne. Atanarba Adiatala. La pêche, un secteur en difficulté. Le manque d'équipement, les mesures dissuasives et la rareté des ressources plombent l'activité. Le collectif national des pêcheurs artisanaux du Sénégal s'en offusque. La ressource est menacée parce qu'il y a des bateaux de l'Union européenne qui signaient des accords de pêche avec le gouvernement passé. La cherté des équipements, comme le moteur Yamaha, est trop cher. Le bois pour avoir une pirogue est trop cher.
les matériels de pêche aussi sont très chers, l'essence aussi est très chère. Les acteurs de la pêche en sucent l'absence d'infrastructures. Ils dénoncent la cherté du licence de pêche et le rétrécissement du marché de certains équipements. La licence des moteurs 40 chevaux, ça coûte 600 000. Les 60 chevaux, ça coûte 900 000. Mais avec les 900 000, tu payes les droits de marine de la Guinée-Bissau à 208 000 et quelques. Chaque pêcheur paye 7 000 francs. Et tu vois que dans chaque pirogue, il y a au maximum 17 personnes. Puis encore, ils ont commencé à arraisonner les pirogues au mois de novembre. Nous demandons à l'État, le camp est là, le CAPAS est là. Dans les moments de Abdou Diouf, on alimentait le camp, on vendait des moteurs, on vendait des pièces détachées. Et on n'a plus de moteurs, on n'a plus de pièces détachées. La pêche, un secteur lésé, selon les acteurs, comparé à l'agriculture et l'élevage, est le parent pauvre de l'économie. Déçus, les acteurs rappellent aux nouvelles autorités les promesses électorales de booster le secteur. On avait pensé que compte tenu de l'importance de la pêche aurait occupé avec ce nouveau gouvernement une place meilleure, haute, en tout cas une place qu'elle aurait méritée, mais on ne l'a pas vue. Nous sommes rencontrés aujourd'hui, effectivement, pour dénoncer en premier lieu cette marginalisation récurrente, j'ajoute récurrente parce que ça a toujours été le cas, mais récurrente, et qui étonne plus d'un avec un nouveau gouvernement sur lequel on avait basé tout notre espoir en pensant qu'il aurait quand même accordé à ce secteur-là la place qu'il mérite. Les pêcheurs artisanaux venus de Saint-Louis, Mbour, Yarakh et Thiaroye, entre autres, ont passé en revue toutes les difficultés de la pêche et ils souhaitent une solution définitive à leurs problèmes. Par ailleurs, Adi Atala, le CNPS souligne l'échec selon ses membres de l'arrêté sur le repos biologique. Échec puisque non-implication des acteurs et de toute façon, à leurs yeux, la mesure est hâtive et simplement inopportune. L'arrêt devait être au mois de mai-juin, parce qu'en ce temps-là, la taille était très petite. Même moins de 300 grammes. En ce moment, s'il avait un arrêt biologique, s'il avait discuté avec les professionnels, il y aura nous trouvons une condition, un consensus pour régler ce problème. Tous les poissons sénégalais sont des poissons saisonniers, sauf le sardinelle. Or, quand même, le sardinelle, il y a des moments qu'on ne peut pas l'attraper que la nuit. Surtout cette période-là, actuellement. Si tu pars dans la petite côte, toutes les pirogues partent la nuit pour pêcher. Ce 18 décembre est la journée consacrée aux migrants. 200 millions de personnes au moins vivent loin de chez eux. Horizon sans frontières tient le chiffre des Nations Unies. L'ONG sensibilise à l'occasion sur l'importance des flux migratoires dans la marche du monde. C'est un sujet de Yaya Diallo Boudjouf. Depuis l'aube des temps, les hommes se déplacent d'une zone à une autre, un phénomène naturel qui fait partie de la vie des hommes. Des flux migratoires qui occasionnent beaucoup de dégâts, des pertes en vies humaines du fait de la fermeture de certaines frontières. La journée du 18 décembre dédiée aux migrants est une occasion pour discuter de la question et changer la donne. Entre 1989 et 2009, il y a eu plus de 15 000 morts en Méditerranée, soit en moyenne 1400 morts par année. Nous ne pouvons plus absoudre qu'il y ait des morts inutiles comme ça en Méditerranée. L'immigration est un facteur d'équilibre social, économique. Il faudrait revoir les lois, il faudrait ratifier les lois, parce qu'il faudrait aujourd'hui placer le débat dans un contexte mondial de mobilité croissante des populations. Au Sénégal, Horizon sans frontières veut profiter de la journée dédiée aux migrants pour mieux appréhender la question. Aujourd'hui, ce n'est plus les plus pauvres qui migrent. Nous sommes dans un contexte de globalisation. Il y a chaque année plus de 850 millions de personnes qui franchissent une frontière. Le thème de cette édition, migration et développement, un bon prétexte pour discuter des relations nord-sud en matière d'immigration. Le sujet est d'actualité et nous sommes venus au Sénégal pour installer HSF Sénégal. Et nous irons à Paris, nous irons en Angleterre, nous irons aux États-Unis, nous irons en Afrique du Sud pour installer HSF partout dans le monde. Parce que nous sommes conscients que nous apportons des valeurs ajoutées et nous, acteurs au cœur de cette immigration,
nous avons voulu prendre nos responsabilités dans ce projet Horizon sans frontières pour ne serait-ce que parler des phénomènes migratoires, par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Les Nations Unies avancent un chiffre de plus de 200 millions de personnes qui vivent en dehors de leur pays. La Journée internationale des migrants est l'occasion de dissiper les préjugés et de sensibiliser l'opinion à leur contribution dans le domaine économique, culturel et social. Plus jamais ça, au moins 800 000 personnes tuées lors de la folie humaine de 1994 au Rwanda, un génocide encore bien frais dans les esprits. Les spécialistes sont à Kigali pour réfléchir justement autour de la prévention du génocide. Nous y retrouvons Barkaba et Eladj Khalindjaï. Le massacre de 800 000 Tutsis et de Hutus modérés en 1994 continue de hanter le Rwanda. Réunis autour d'un colloque à Kigali, des intellectuels venus d'horizons divers planchent sur les moyens de prévenir le génocide. Il est de notre devoir d'organiser une telle conférence pour que et les Rwandais et les étrangers puissent venir discuter, échanger sur la problématique du génocide, sur comment le génocide se prépare, quelles sont les différentes étapes. Et les Rwandais doivent savoir, donc ils le savent déjà, mais ils doivent aussi le rappeler. Nous devons le rappeler, nous ne devons pas oublier. Auteur de Murambi, le livre des ossements, ouvrage de référence sur le génocide rwandais, l'écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop pense qu'aucun pays n'est tout à fait à l'abri. Un génocide, on peut dire que ce n'est jamais un événement spontané. Ici au Rwanda, on a commencé à tuer en 1959 des massacres de plus ou moins grande importance jusqu'à la période avril-juillet 1994, où chaque jour on a tué 10 000 personnes innocentes. Et à partir de ce moment-là, maintenant, le Rwanda est devenu synonyme de génocide. Pour lui, certains faits survenus récemment au Sénégal, comme la profanation de lieux de culte chrétiens, sont inquiétants. Quand on prend quand même le cas de l'Afrique de l'Ouest, voilà, avec Boko Haram au Nigeria, avec ce qui se passe au nord du Mali, et même dans une échelle infiniment moins significative, moins importante, ce qui se passe au Sénégal même, où on pille des tombes de chrétiens. Tout le monde dit « Ah, c'est juste des pillages, c'est dommage, mais ce n'est peut-être pas si important que ça ». Peu de temps après, on tranche la tête de la Vierge dans une église de quartier. Pour un pays comme le Sénégal, à 95% musulmans, mais un pays si tolérant que pendant quand même plus de 20 ans, on a eu un président chrétien. Pour moi, c'est un recul qui nous interroge et nous devons avoir le courage de nous asseoir, d'en parler. 18 ans après les terribles massacres de 1994, le Rwanda continue de servir de laboratoire pour que de tels crimes ne puissent plus jamais avoir lieu. Ibou Diouf, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors, on attend toujours le nom du sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Ce qui est connu, Khalifa, c'est les 5 coachs de la shortlist de la Fédération sénégalaise de football. Il s'agit du Sénégalais Aliou Cissé, des Français Jacques Santini, Alain Giresse et du Belge Hugo Broos et de l'Allemand Volker Fink. Volker Fink est le moins connu de cette shortlist par le public sénégalais. Le technicien allemand est âgé de 64 ans et maîtrise bien le français. Volker Fink a dirigé les clubs de Fribourg, du FC Cologne et d'un club japonais, Urawa Reds Diamonds. Volker Fink attend toujours l'aval des autorités sénégalaises pour prendre en charge la sélection sénégalaise. Restons toujours avec le choix de cet entraîneur, prochain entraîneur de Lyon. La démarche de la Fédération sénégalaise de football est fait débat. Certains observateurs soutiennent que le ministre des Sports a retourné sa shortlist pour dégager sa responsabilité. Suivons ce reportage de Abdoulaziz Ndiaye, la caméra de Pafal. Controverse autour de la démarche de la Fédération sénégalaise de football pour le choix du sélectionneur. La décision du ministre de renvoyer la shortlist aux fédéraux est diversement appréciée. Ce que j'ai compris dans l'idée du ministre, c'est peut-être
que la fédération choisisse entre ces 5-là pour qu'ils ne s'engagent pas, qu'on ne dise pas demain que c'est le ministre des Sports qui a choisi l'entraîneur. Peut-être que le ministre, c'est un commentaire que je fais de la sortie du ministre. Au lieu d'une shortlist, la fédération aurait dû faire son choix. C'est-à-dire que elle doit choisir un entraîneur et dire que cet entraîneur-là, voilà son profil et voilà ce qu'il demande. Maintenant, il reste à la fédération, au ministère, à l'État, qui est le bailleur, n'est-ce pas, qui paye le salaire. Et il lui revient de valider ce choix-là. Le temps presse pour le Sénégal, vu la proximité des prochaines échéances. Une logique d'apaisement doit prévaloir pour finaliser le dossier. Très très grave. Hein? Donc là, on est sans coach. Très souvent, nous discutons avec les joueurs de l'équipe nationale. La dernière fois, c'était avec Papa Gueye. Leur principale inquiétude, c'est qu'on n'a pas de coach. L'appel, disons la suggestion, c'est qu'ils taisent leurs différends là. C'est-à-dire qu'ils mettent en avant simplement l'intérêt de l'équipe nationale, l'intérêt du football sénégalais. Et cet intérêt, c'est qu'ils s'accordent sur l'essentiel. Mais il faut que les gens aillent faire un choix. C'est par rapport à une ambition bien claire. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Est-ce on va faire un truc d'aventure, de campagne? On va se préparer pour aller en Coupe du Monde. On va mettre sur pied un entraîneur pour la Coupe du Monde ou bien un entraîneur à moyen et long terme. C'est selon ça, après, on met le profil. La fédération a accepté de se prêter au jeu. Maître Augustin Senghor et compagnie vont justifier leur choix pour convaincre la tutelle. Merci Abdoulaziz Ndiaye. Ligue sénégalaise de football professionnel. Une réunion se tient à présent. Objectif, trouver un président de consensus pour présider la Ligue sénégalaise de football et éviter l'élection. L'initiative est de Modou Fall qui invite les 32 présidents de clubs professionnels à des discussions en vue de désigner un président consensuel. Rappelons que 4 candidatures se sont déclarées. Il s'agit de Ndefène Fall, Saher Seck, Ibrahim Konaté et de Oumar Gueye. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'international sénégalais Ibrahim Touré est élu meilleur joueur de la Ligue 1 en France. Le sociétaire de l'AS Monaco est meilleur buteur de son club. Ibrahim Touré est en course avec Monaco pour accéder en Ligue 1 française. Le Sénégal va accueillir la zone 2 pour parler de volleyball avec le tournoi des juniors filles et garçons indoor. L'événement se tiendra du 19 au 22 décembre au stadium Marius Ndiaye. Ce tournoi réunira la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Cap-Vert, la Mauritanie et le Sénégal. Et enfin, course hippique, démarrage au mois de janvier. 25 journées sont prévues. Selon Cheikh Tidiane Niang, président du CNG des courses hippiques, qui annonce que l'accent sera mis cette année sur la décentralisation des événements. Suivons ces propos recueillis par Cheikh Sadibou Diarra. Le début de la saison des courses est fixé le 13 janvier 2013. Nous avons choisi les jours vraiment importants. Cela tourne aux alentours de 25 journées et nous envisageons organiser les courses, les répartir et faire le dispatching. Parce que vous savez, cette année-ci, nous avons décidé encore d'élargir, conformément aux instructions du ministre, de décentraliser les courses dans les régions. Et il faut que chaque région ait sa part du gâteau. Vous savez, les courses ne peuvent pas se développer sans de bonnes infrastructures. Parce que les chevaux, sans une bonne piste, ne peuvent pas galoper. Nous avons fait en sorte que les pistes qui nous intéressent, nous sommes en train de prendre la commission d'infrastructure pour aller les aménager de façon que on pourra organiser sans problème dans ces secteurs-là. Pour terminer, Khalifa, on parlait tout à l'heure d'un président consensuel parlant de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Finalement, le consensus n'a pas été trouvé et on donne rendez-vous aux Sénégalais samedi prochain. Donc dans exactement 48 heures. Ouais. Merci Abdoulaziz Ndiaye qui vient de nous souffler cette dernière. Excellente soirée à tous. Bonsoir.